Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de Giovanni pour ce tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont présentes. Ça fait toujours extrêmement chaud au cœur de vous retrouver pour discuter de jeux vidéo et encore plus avec Giovanni qui justement vient de la Réunion, nous accorde un petit peu de son temps pour discuter d'un sujet qui lui tient à cœur. Bonsoir Giovanni, comment vas-tu? Salut, merci pour cette invitation. Donc, ça va très bien, comme toujours. Bah écoute, c'est moi vraiment qui te remercie d'avoir accordé un petit peu de temps à mon émission pour venir discuter de ton parcours qui est extrêmement intéressant, qui apporte énormément également au monde du jeu vidéo et ça je tiens quand même à le préciser. Je tiens aussi à remercier du coup Anna Rivière qui nous a mis en relation, qui d'ailleurs est dans le chat et te passe le bonsoir, voilà, comme ça tu es également au courant. Première question pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter en quelques mots à tout le monde? Giovanni, vous le savez, je viens de La Réunion, donc une petite île dans l'océan Indien. Si vous avez suivi l'émission sur Anna, c'est le même endroit. Et voilà, alors, je vais faire très très bref, mais donc j'ai pas mal de casquettes, mais j'ai créé ma société, donc qui s'appelle Dodoracic Games. Et voilà, autour du jeu et alors, ce que je définis par l'impact sociétal, donc le jeu pour essayer de résoudre des problèmes de société par le jeu. Voilà. Bah, c'est vraiment extrêmement passionnant. Je pense qu'on va y accorder justement une partie de l'émission, mais peut-être avant de s'intéresser donc à la société que tu as fondée, d'Odorasi Games, comme tu viens de le dire, et à ton jeu, enfin au jeu du coup de votre équipe également, Secret of Moonlight. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer un petit peu du coup, est-ce que le jeu pour toi est depuis longtemps une passion? Comment est-ce que tu justement as été amené à découvrir le jeu, le monde du jeu vidéo? Et voilà, nous faire une petite explication rétroactive de ton parcours et de qui tu es. Ok, alors ça va être un peu long, donc Pas de n'oublie souci, pas, pas tu de as un souci. mot-clé pour me bloquer. Euh, donc, alors, j'aime bien raconter l'histoire en essayant de timer un petit peu le truc, mais donc ça commence grosso modo à l'âge de 14 ans, où je décide que, voilà, comme tout le monde, un peu, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quel est le métier que vous voulez faire plus tard. Et moi, à ce moment-là, la réponse que j'ai, c'est comment sauver le monde. Donc, je suis de la génération Club Dorothée et je suis pas mal influencé à l'époque par WWF, l'émission Ushuaïa, etc. Donc, je m'intéresse beaucoup à la nature et un peu à ce qui se passe dans le monde. Et je me dis que, voilà, quitte à faire quelque chose, ça soit quelque chose d'utile. Et au début, je voulais, donc la réponse pour moi à tout ça, c'était l'éducation. Donc, je voulais être prof. Puis je me suis rendu compte que être prof, c'était un peu galère, très verrouillé, Bien sûr. beaucoup de contraintes et surtout, je trouvais qu'il y avait une espèce de non-sens dans le système, de se dire qu'on demande à des profs qui ont 30 élèves par an, de résoudre des problèmes où vous avez 30 profils différents avec des Hmm. parcours de vie différents, voilà. Donc je trouvais que c'était, et en plus avec des contraintes de programme et tout ça, enfin voilà, beaucoup de limites et je me suis dit que c'était pas vraiment fait pour moi parce que j'aime bien ma liberté. Je voulais quelque chose qui ait un peu d'ambition et toucher 30 élèves par an, ça faisait pas beaucoup dans ma carrière et donc je voulais avoir un impact un peu plus grand sur le monde. Bien sûr. Et je me suis dit que l'éducation, sous quelle autre forme je pourrais la travailler et je me pose la question tout simplement sur moi, c'est pourquoi moi je me pose cette question-là et rétroactivement, je me dis, en fait, la grosse influence, c'est le Club Dorothée, c'est les mangas, c'est la littérature, c'est les films, toutes ces influences-là, donc la culture et forcément le jeu vidéo. Et il y a un jeu notamment qui me marque à cette époque-là, qui est Final Fantasy VII, dont le background, le backstory est vraiment orienté sur prendre soin de la planète, etc. Donc ça m'avait bien marqué, je me suis dit, waouh, c'est un support hyper puissant. Et comme j'aime bien dessiner, et à l'époque, je crois que je peux en faire quelque chose. Au début, j'essaie d'étudier un petit peu de est-ce qu'on peut faire des mangas. Alors, je suis de La Réunion, donc c'est un peu compliqué. Je vois des gamins au Japon à 10 ans qui font des trucs incroyables. Je dis, ah bon, c'est pas, il y a trop de concurrence, c'est trop compliqué. Après, je me suis dit, c'était à l'époque de Harry Potter, donc je me dis, ah, pourquoi pas faire des romans. Parce que écrire, voilà, tout le monde peut le faire. Après, je me suis dit, ah, ça sous-entend que j'ai du talent, je le sens pas trop. Et puis je me suis dit, voilà, j'aime bien dessiner, j'aime bien l'informatique, j'aime bien tous ces trucs-là. Et je me suis dit, ok, ça serait soit film d'animation à la Disney, soit du jeu vidéo. Et je commence à étudier un petit peu ces deux univers-là. Et à l'âge de 18 ans, quand j'ai le bac, je réunis ma bande de copains.
Et je dis: «Voilà, il y a le grand plan pour changer le monde, donc faire du jeu vidéo ou faire du film d'animation, ça coûte une blinde, ça coûte des millions, je les ai pas. Donc on va faire une grande stratégie, parce que je suis un grand stratège et donc je me dis: «On va faire un plan sur 15 ans, on va faire des petites entreprises qui vont investir dans des moyennes entreprises, qui vont investir dans des grandes entreprises et à la fin, on aura plein de millions». Donc ça, c'était le plan. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Donc la première année que je fais la fac, en métropole, donc à Toulouse et donc c'est la première fois que je quitte La Réunion et cetera donc bah, en fait, grosse découverte. Alors il y avait la DSL, chez nous, on n'avait pas tout ça, donc c'était, des la liberté d'internet et bah, je joue à Counter Strike toute l'année et bah, j'ai pas mon AD, ce qui est à peu près normal. Donc je me dis: «Ouais, bon, allez, année sabbatique, tout ça», donc je retourne à La Réunion et je refais une année de fac et là, pour le coup, je crois que je vais l'avoir, mais je l'ai pas et je dis: «Bon, ouais, mais la fac, c'est pas fait pour moi, je suis pas bon à l'école, c'est pas un système qui me convient». Mmh. Donc je fais une école de commerce, je fais 2 ans et on me vire. Je fais ensuite une école d'infographie en Belgique et je rate ma première année. Je refais une autre formation et je rerate 2 fois la première année Mais et donc au ta bout de persévérance est vraiment inspirante pour le coup. Je te laisse continuer, mais vraiment, c'est extrêmement inspirant parce que justement, on voit que c'est pas le seul moyen d'accéder à la création de JV et justement d'accéder à ce qu'on aime faire. Donc je te laisse continuer, mais sache que c'est quand même très inspirant d'entendre justement ton parcours. bah, merci et donc voilà et donc au bout de 7 ans, bah, j'ai fait 7 années d'études, mais retour case départ, donc je suis au niveau bac et je rentre à La Réunion et vraiment sur une notion d'échec pour le coup. Donc ma famille, tout ça, la pression de dire: «Bah, tu as fait des études, mais au final, on a payé pour rien». Donc en plus, on est en période un peu tanguy et tout ça, donc je me prends un peu, pas mal de cet échec un peu de plein fouet et je me remets pas mal en question et je me dis: «OK, peut-être que les études, c'est pas fait pour moi. Plus, il faut chercher du boulot, il va falloir expliquer que non seulement vous avez pas de diplôme, mais en plus pas d'expérience et vous avez fait quoi pendant ces temps?» Donc c'était compliqué, et donc à ce moment-là, je me dis: «OK, j'essaie autre chose, je vais créer ma société» et donc je décide pendant 2 ans de comment créer une société à La Réunion, dans le jeu vidéo, à impact sociétal. Bon, c'est pas gagné puisque, bah, Complètement. forcément à La Réunion, il y a pas de, formation dans le jeu Mmh. vidéo, il y a pas de, on comprend pas, voilà et cetera. Donc je cherche, mais ça se passe pas très bien et je me rends compte que, bah, je sais pas trop faire ce que je veux faire, en fait. Donc comment apprendre ça et au bout de 2 ans, je me dis: «Bon, ça marche pas trop bien» et je rencontre un professionnel du jeu vidéo qui travaillait en télétravail, avec la métropole. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, occasion en or et tout, je vais le rencontrer et il faut absolument que je mette un pied dans l'industrie. Donc je suis prêt à me prostituer s'il faut, mais je vais faire quelque chose» et donc je vais rencontrer ce monsieur-là et en fait, ce jour-là, pile poil, je me dis: «C'est soit ça et si ça passe pas, bah, tant pis, je vais chercher un boulot McDo, je sais pas quoi, mais je vais changer d'orientation» et ce jour-là, je découvre un truc qui s'appelle le Startup Weekend à La Réunion. C'est le premier qui se fait à La Réunion et du coup, je découvre l'univers des startups. Alors l'entretien avec la personne du jeu vidéo, ça a rien donné. Mais par contre, bah, le Startup Weekend, je découvre donc l'entrepreneuriat innovant, en tout cas à l'américaine et ce qui m'a plu, c'est qu'à l'époque, le teaser, c'était, bah, vous êtes les entrepreneurs, les gens qui allaient construire le monde de demain et vous allez faire un monde meilleur et ça me parlait bien. Donc du coup, je me suis dit: «Ah mais c'est ça que je veux faire et tout» et du coup, je me relance là-dedans. Donc j'ai attendu 1 an parce qu'il y avait qu'une fois par an le startup weekend. Je suis revenu et j'ai présenté mon projet de faire du jeu vidéo. Alors à l'époque, c'était, les social gaming, tout ça, c'était la mode de tout ce qui était sur Facebook et cetera, Farmville Mmh. et du coup, je me dis: «Voilà, il y a un truc, vous voyez, c'est populaire et tout, il y a un mouvement à prendre et quelque chose à faire». Donc je présente un truc, personne n'a rien compris. Et donc je me suis rendu compte, encore une fois, j'ai échoué un startup week-end, mais je me suis rendu compte que je manquais de 2 choses. Un, je savais pas faire ce que je voulais faire, donc j'avais pas la compétence et 2, j'avais pas de réseau. Personne me connaissait et cetera. Donc j'ai décidé de prendre le pli de ça et de me dire: «Bah, je vais me former». Donc mes amis, Google, YouTube et Wikipédia, voilà, je les aime bien. J'appelle ça la Triforce et après je me suis dit: «Je vais faire du réseau». Donc je me suis inscrit à tous les événements gratuits de networking qu'il y avait sur la place et j'y allais partout et donc il y avait des cocktails, tout ça, c'était cool. Mais et les gens, ils me voyaient, ils me disaient: «Mais c'est qui ce gars-là? Il est là tout le temps, mais on sait pas qui c'est» et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah,
bah, comme j'ai fait un startup week-end, ben, tu as quelqu'un qui t'a vu, tu dis bonjour, salut, et comme les gens ils te voient dire bonjour, ils disent: «Tiens, bah, on va lui dire bonjour aussi», et en fait, tu dis bonjour à des gens comme ça et tout le monde croit savoir, mais en fait, personne ne te connaît. Donc c'était marrant, mais j'ai commencé à construire mon réseau comme ça et donc à rentrer un petit peu dans le circuit, à me former sur internet sur les startups. Et là, et donc je vais accélérer un petit peu. Hem Et donc à un moment donné, je me dis, je vois une vidéo sur YouTube d'un gars qui explique sur les startups. Il dit voilà, alors on est à La Réunion, donc je commence à avoir du travail et cetera. Je commence à fonder une famille. Donc je commence à me poser un petit peu et donc je vois une vidéo sur internet d'un gars qui dit: «Moi je pense qu'il y a des secteurs dans les startups qui sont encore à creuser et tout, notamment l'éducation et l'éducation par le jeu». Et donc un gars au niveau national qui racontait ça, je dis: «Mais c'est exactement ce que je dis en fait». Et donc je me suis dit, j'ai dit à ma femme, je dis: «Écoute, si je fais pas ça, je pense que je vais regretter toute ma vie et j'ai envie d'y aller quoi». Et elle m'a dit: «OK», de toute façon elle est tombée amoureuse de moi parce que je voulais sauver le monde. Donc elle m'a dit: «OK, je te Go sauver suis». le monde. Et je savais, voilà, et je savais très bien que faire de l'entrepreneuriat, surtout dans les startups, Mmh. ça veut dire sacrifier beaucoup de choses. Et voilà, donc on se lance, ça part un peu, alors je raconte pas tout le truc, mais c'était assez fou. Il se passe plein de déboires. J'ai perdu de l'argent et tout ça. Et au début, je me lance sur de l'escape game. Donc, parce que quand on raconte jeux vidéo à La Réunion, les gens ils comprennent pas, ça rend stupide, c'est voilà, ça fait piou piou, c'est vraiment des trucs, l'image très ancienne du jeu vidéo. Donc, je me suis dit, je vais pas y aller avec du jeu vidéo parce que personne va m'autoriser à faire des financements. Ouais, je Et par vois, contre, à OK. l'époque, il y a les escape games qui commencent à percer en France. Et du coup, il n'y a pas à La Réunion. Et je dis, ah voilà. Et donc, comme c'est dans le réel, les gens acceptent plus. Et du coup, ça a passé. Ça a commencé à être bien et tout. Bon, il y a eu plein de déboires, mais et je m'étais donné 2 ans pour arriver à être économiquement viable. Et sinon, bah, je passais à autre chose. Bon, bah, au bout de 2 ans, j'ai perdu 100 000 euros et ça s'est pas passé, puisque encore une fois, étant à La Réunion, la moindre chose que vous faites venir, en fait, vous devez faire livrer un truc sur Amazon, ça prend 3 semaines, et C'est très cetera. Enfin, c'est compliqué, en hyper fait. galère. OK. Ouais, il y a de la douane partout. Enfin, les coûts de structure sont énormes. Et en plus, moi, je voulais pas vraiment faire du jeu comme ça. Moi, je voulais faire du jeu à impact sociétal. Donc, il y a encore une autre brique derrière qui était un peu compliquée. OK. Ouais, je vois. Et au bout de 2 ans, je perds de l'argent et tout ça. Et donc, je décide de faire un pivot. Et je me dis, bon, quitte à faire est-ce que ça marche pas, quitte à la boîte, elle meurt, bah, au moins, je vais faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du jeu vidéo. Et je commence à faire un projet de jeu vidéo. On rencontre un fonds d'investissement pile poil à ce moment-là qui nous dit, à La Réunion, qui nous dit, waouh, on a 50 millions d'euros. On n'a pas assez de projets et on finance des projets à La Réunion. Donc, venez nous pitcher votre projet. Et je dis, waouh, super, j'arrive. Bah, écoutez, le jeu vidéo, c'est un gros marché. On a un projet innovant, impact sociétal. Bref, on déballe tout le truc. Ils me disent, écoutez, bah, faites-nous un business plan, faites-nous une préposition. On fait tout le truc, ça nous prend 7 mois. C'était horrible. J'ai détesté. Parce qu'on fait beaucoup de finances et tout ça. Enfin, c'était très lourd. Et je m'entoure de gens qui me conseillent. Et j'ai dit, mais c'est chiant en fait de faire ça. Et on m'a dit, bah ouais, bah, c'est ça, toi, tu dois aller chercher de l'argent. J'ai dit, mais moi, j'ai créé ma boîte pour faire du jeu, pas pour ça. Et ils m'ont dit, ben ouais, mais c'est ça ton rôle. Et j'ai accepté de jouer le jeu. Et j'étais pas très content. Et à un moment donné, je dis, bah, quitte à ce que la boîte, elle meure, bah, je vais faire au moins le truc que je voulais faire au tout début. Et je fais un truc, donc bah, le Tika, que vous avez vu en truc, et qui était dans mon logo, en fait. Et c'était le projet initial de ce que je voulais faire. Et le fonds d'investissement nous dit que, alors tenez-vous bien, c'est ça qui est très fort. On m'a dit, j'ai demandé 1 million à peu près sur 5 ans pour faire le projet. Euh, et ils nous ont dit, écoutez, on n'est pas trop d'accord avec votre stratégie. Ce qu'on pense, c'est que vous devriez plutôt faire des FPS pour les 12-17 ans en français, quoi, en enfant. Et donc, en gros, aller en concurrence de Fortnite. Je dis, C'est bah une non. mauvaise connaissance du marché, ça, pour le coup. Ouais, c'est pas un Ça bon paraît plan, ça. compliqué. Et donc, voilà. Mais voilà. Et donc, ça faisait des mois que, alors, pour la petite anecdote, à ce moment-là, j'avais plus d'argent. Donc, j'avais Mmh. ma femme qui payait le loyer pour deux. Et puis, au bout d'un moment, bah, elle pouvait plus payer non plus. Bien sûr. Donc, voilà. Donc là, ça commence à tirer la langue. Et au bout de 10 mois, donc, bah, quand on reçoit cette nouvelle, ma femme me fait, bah, écoute, je t'aime, mais je ne peux plus supporter cette vie et tout, parce que je n'étais jamais là et tout. Et du coup, elle décide de me quitter. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle a annoncé parce que ça s'est pas fait. Mais du coup, j'ai annoncé à mes associés, je dis, écoutez, bah voilà, ça fait 3 ans maintenant que le projet il tient pas la route, etc. Bah, c'est un échec. Mais du coup, je vais vous rembourser un jour. Mais je vais essayer de prioriser un peu ma famille et donc essayer de trouver du boulot. Et donc à ce moment-là, je me repars en quête de boulot. Mmh. Et je faisais un peu de formation sur le côté.
Et mon centre de formation me dit: «Mais non, entrepreneur, c'est toute ta vie, tu peux plus retourner dans le salariat, donc tu vas faire de la formation, plus de formation». Et je me dis: «Bah, ouais, mais c'est pas comme ça que ça se fait», enfin, voilà. Et du coup, je fais de la formation. J'ai de la chance à ce moment-là, il se passe qu'il y a une nouvelle formation qui se crée et je me positionne et je travaille quasiment temps plein à faire de la formation. C'est là que je rencontre une partie de mon équipe, c'est On une se histoire situe à peu là-dessus. près quand là, du coup, d'un point de vue année? On Là, est on en est ouais, merci, très bien, on est en 2019. 2019 du coup. Donc Ouais, ton on est projet fin Escape de Game, c'était 2007 si 2017 pardon, si je me souviens bien c'est ça. et donc 2 ans plus tard, tu t'orientes vers la formation et c'est là que tu rencontres l'équipe qui va te et je te laisse continuer du coup la phrase. Ouais. Et alors, à ce moment-là, elle est pas encore mon équipe. Mmh. J'ai voilà, j'ai un parcours qui fait que, du coup, je parle à des gens qui sont en reconversion professionnelle et cetera et du coup, leur parler de mon parcours dont j'ai des échecs, ça leur parle. Ça leur, ils se sentent parce qu'eux aussi subissent des choses dans leur vie, dans leur parcours et se disent que, bah, ils savent pas trop quoi faire. Et moi, je commence toujours mes formations par une question, c'est, si vous aviez le choix et que vous pouviez faire ce que vous voulez, vous feriez quoi? Et en fait, pour certains, bah, ils ont des rêves, sauf qu'on est à La Réunion, c'est compliqué et que, bah, ils ont dit: «Non, c'est un rêve, je le ferai jamais parce qu'on voilà, c'est pas un truc, mauvais choix de scolaire et cetera». Et je lui dis: «Mais tu veux apprendre? Bah, apprends et du coup, tu as internet, tu as le plein, tu peux balader, il y a plein de trucs et cetera à faire». Et du coup, juste ce changement de paradigme, en fait, bah, ça leur apporte la possibilité de finalement se dire qu'ils peuvent concrétiser leurs rêves. Donc voilà, donc ça, c'est le fond de ma formation et j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc j'ai renfloué un peu les caisses, c'était un peu galère, mais le Covid m'a aidé parce que du coup, on a fait beaucoup de formations à distance, donc moi ça me faisait moins de frais, de me déplacement et tout, donc c'était Ouais, bien. complètement. Voilà et puis il y avait Discord et tout, alors c'était bien parce que j'étais dans un monde de la formation à La Réunion où les gens sont un peu vieux jeu quand même et du coup, quand il y a eu internet et tout, ils m'ont dit: «Bah, nous on est sur Discord» et tout le monde dit: «Ah non, on est sur Zoom, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe et tout?» Et c'était en galère. Et voilà, donc petit avantage de faire du jeu, c'est d'avoir des outils un peu plus Performant. modernes. Mmh. Ouais et voilà et du coup, bah, bref, heu, en chemin, donc ce que je disais, c'est que j'avais fait, Tika et là, pour la première fois, j'ai des gens qui regardent et disent: «Mais en fait, on aime bien ce que tu fais». Donc là, bah, ça fait plaisir, et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que je tiens et tout et à ce moment-là, en 2021, je me dis que je me suis un peu épuisé sur le marché local parce que tout le monde ici va te dire: «Fais du jeu vidéo, mais pour le marché réunionnais». Ce qui est un non-sens. Tu as 800 000 habitants, Ouais. tu peux faire ce que tu veux mathématiquement, ça marche pas bien, on n'a pas la volumétrie et tout. En plus, ils veulent faire ça en français, enfin tout un tas de trucs. J'ai dit: «Mais c'est pas ça le marché du jeu vidéo et c'est compliqué» et bon, personne m'écoutait donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bah, j'ai envie de croire à autre chose et bah, peut-être qu'il faut que je sorte de La Réunion» et donc en 2021, je pars pour la première fois au Game Camp. C'était incroyable. C'était trop mais c'était démentiel. Gamecamp, est-ce que Enfin, tu je peux rentre préciser rapidement, de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas? ah ouais, c'est l'événement national, des rencontres professionnelles du jeu vidéo. Ça se passe à Lille, voilà et donc c'est là que ça se passe un peu pour le B2B, côté jeux vidéo et donc moi, pour ma première fois, là-bas, c'est une industrie, enfin, entre nous, mais c'est une industrie démentielle. Enfin, les gens sont hyper bienveillants, et ça change. Ça change des gens avec qui je parlais à La Réunion et c'était une énergie incroyable. Les gens, ils voilà, enfin, tu rencontres des personnes plus belles les unes que les autres, avec des projets, qui sont fous et donc voilà, c'était hyper bien, j'ai beaucoup aimé. Et voilà et donc ça, moi, m'a donné un scope de me dire: «OK, bah, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais du coup, il faut que je sorte de La Réunion» et donc l'année d'après, moi, j'ai une hypothèse marché très fort à la base, c'est que je vise alors tiens-toi bien, je fais du jeu pour les femmes qui enfin, ma cible première, c'est-à-dire le 1er segment que je cherche c'est les femmes qui ne jouent pas. Voilà, un truc bizarre. Mais le but, c'est de faire du jeu à un public qui ne joue pas encore et on le sait, plus de 50 des femmes jouent, aux jeux vidéo, enfin, mais Bien sûr. bah, les jeux Call of Duty, FIFA, ça parle moins. Et du coup, il y a un truc à faire. Bon, à l'époque, il y avait pas encore, vraiment Animal Crossing aussi bien. Maintenant, ça pète. Donc les femmes qui ne jouaient pas, elles jouent maintenant. Il y en a plus Il y a et beaucoup, donc beaucoup de femmes qui jouent aux ouais, jeux vidéo. On est souvent ouais. très surpris, par les Ouais chiffres. et du coup, il y avait pas des jeux pensés pour ce public-là, voilà, sauf, bah, les Sims notamment qui avaient bien marché. Alors il y a tout un tas de trucs sur la segmentation et Mmh. notamment, bah, Animal Crossing qui répond bien à cette demande-là. Enfin voilà et du coup, moi, c'était un peu cette hypothèse-là et je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, je pense que le Japon,
parce qu'on est de La Réunion, parce qu'on est un peu particulier comme écosystème. On a beaucoup et puis on a grandi avec la génération Club Dorothée. Je me suis dit que le Japon, il y a un truc à faire. Mais j'avais aucune preuve. Donc il fallait que. Voilà. Et à La Réunion, on vous dit, t'as fait une étude de marché, un truc. Mais à quel moment ils savent que La Réunion, c'est où? Voilà, ils peuvent pas. Il n'y a pas d'étude de marché fiable sur le jeu vidéo, encore moins. Donc je décide que je veux aller là-bas. Et entre-temps, j'ai l'opportunité d'aller à la GDC. Donc en 2022, je pars à la GDC à San Francisco et je rencontre l'IGDA Climate Change, donc l'IGDA International Game Developer Association, Ok. sur la thématique Climate Change et qui fait des workshops, etc. Donc là, moi, je passe devant un truc et je dis, oh, wow, trop bien, ça me parle ça. Et du coup, je rentre et je rencontre plein de gens, encore une fois, incroyables, et dont pas mal de Français. Et du coup, il y a vraiment un truc, une énergie et tout. Et je me dis, ben voilà, je suis pas tout seul à vouloir faire mon truc de jeu pour sauver la planète et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est un truc, c'était super cool. J'ai eu des gens qui ont dit, ah, il est bien ton projet. Et du coup, j'ai eu une espèce de preuve de marché que ça pouvait marcher en dehors des limites de la. Donc là, si je commence à y croire. Et puis en septembre 2022, je suis parti au Japon avec la délégation organisée par Business France et SNJV sur le Creative Lab. Et on a eu l'opportunité notamment de pitcher notre projet devant Bandai Namco. Donc Bandai Namco, c'est les licences One Piece, Dragon Ball, Naruto, enfin c'est un gros C'est machin un quoi. gros mastodonte Ouais, du jeu vidéo. c'est Et pas que. exactement. Et on y allait, alors c'était marrant parce qu'on est dans la délégation française, donc du coup on était avec Quantic Dreams, on avait des gens qui étaient bien placés, des anciens d'Ubisoft et tout, tu vois. Et on était là, fait, ouais, bah nous on est un peu des amateurs, et on devait pitcher, on avait 2 minutes, donc c'était un exercice et une expérience folle. Mais j'avoue, bah, on était un peu, nous, sur le côté humilité de se dire, bah, on n'est pas prêt, on n'est pas au même niveau que les autres, Hmm. et on est juste passionné par le Japon et tout ça, et on voit là notre projet, etc. Bah, les gens ont bien aimé, et les Français nous ont pris d'affection aussi, parce qu'ils ont dit, ben, c'est bien de vouloir vivre de sa passion et tout, tu vois. Donc vraiment, c'est une expérience très riche et très belle. Et voilà. Et bah, de ça, on a eu encore une fois des bons retours au Japon. Et ça nous a conforté dans l'idée que ça pouvait être un bon projet. Et depuis, on a fait donc, passer à l'action. On a fait un Kickstarter. Donc le Kickstarter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plateforme de crowdfunding. Et bah, vous proposez votre projet de jeu et on essaye de trouver des gens qui vont être intéressés par ce projet. La petite particularité qu'on a faite, nous, c'est qu'en fait, normalement, le jeu est déjà quasiment prêt, on a déjà une image du jeu et tout, et nous, on y est vraiment allé en mode, on ne sait pas encore, mais l'objectif, c'était juste de voir s'il y a au moins une personne quelque part dans le monde qui ne nous connaît pas et qui peut dire, OK, il y a du potentiel dans votre truc. Et bah, le premier jour, on a lancé le Kickstarter, sans pub, sans rien, on a un Allemand qui a mis 75 €. Bah, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, wow, incroyable, c'est un truc de fou. Et voilà. Et du coup, c'était une super énergie, une super expérience. On a fini par réussir le Kickstarter alors que pas grand monde n'y croyait et encore moins à La Réunion. Enfin. Et depuis, en fait, on a quelque part des clients. Donc, si tu veux, c'est important pour nous Ouais, de ça savoir concrétise que aussi le projet finalement. c'est au-delà de ça, c'est de se dire que tu sais, souvent, nous en tout cas, il y a pas mal de gens, ils font du jeu, et puis tu sais, un peu une vision d'artiste. C'est-à-dire, je me fais plaisir, puis on verra s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Mais nous, comme on va en faire un peu notre métier, et puis en plus, le projet initial, en fait, il n'est pas tellement de faire du jeu, il est d'essayer d'avoir un impact sociétal. Donc le jeu n'est que le support. Et donc, moi, j'ai besoin que derrière, ça concrétise un modèle économique. On va essayer de construire des projets qui vont être longs sur très long terme parce que avoir un impact sur le monde, c'est pas, tu te lèves pas un matin comme ça, quoi. C'est Et du clair. coup, on avait besoin d'avoir des preuves de marché, Hmm. encore plus en étant à La Réunion. C'est-à-dire que, comme je dis, il n'y a pas d'études de marché. Et quand on est d'ailleurs reparti voir Business France, on leur dit voilà, on a des projets, on a des gens, on aimerait bien vendre Peluche en Allemagne. Et ils m'ont dit ah ouais, mais il faut faire une étude de marché et tout. J'ai dit bah non, non, c'est bon. Il me dit non, mais il n'y aura pas des gens qui vont acheter ton truc et tout sans. Je dis mais c'est déjà fait en fait. On a déjà des gens qui vont acheter. Et en fait, ils y croient pas. Alors, ils connaissent tellement pas le marché du jeu et que les gens peuvent acheter sur un côté passion et tout, tu vois. Puis c'est pas des joueurs. Donc si tu veux. Et puis le marché du jeu indépendant, à La Réunion, alors les concepteurs, ils connaissent, hein, mais le grand public ne connaît absolument pas. Et quand je dis le grand public, c'est pas les joueurs, hein, je parle des gens qui ne jouent pas Ok. et les financeurs, etc.
Je Voilà, précise donc peut-être vas-y. rapidement, là, ton jeu du coup s'appelle déjà Secret of Moonlight, parce que tu n'as pas précisé le nom, c'est bien ça. Et du coup, tu as Ouais, lancé le projet donc mi 2022 en septembre avec le Kickstarter. ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle La légende de l'île. C'est l'univers sur lequel on veut travailler. Et en fait, Est-ce la que tu peux stratégie, répéter s'il te plaît? Ton micro s'est ouais, coupé très rapidement. C'était la ah, légende pardon. de quoi, pardon? La légende de l'île Otica. Ok. Donc l'île comme l'île de la Réunion, mais l'île Otica, évidemment. Et donc l'idée, c'est de faire une espèce de liste avec du potentiel qui va durer sur plusieurs années. Alors, on est très dans l'esprit manga, hein. Le Mhm. but, c'est que ça grandisse avec un public, etc. Donc, voilà, c'est fait pour durer quelques années. Et on va faire plusieurs jeux sur cet univers. Et le premier jeu qu'on conçoit donc s'appelle Secret of Moonlight. Voilà. J'ai C'est beaucoup parlé. non, mais Est-ce que c'est tu vraiment veux... c'est vraiment extrêmement Vas-y. intéressant. Alors, je vais faire mon rôle d'host et je vais aller creuser un petit peu dans différents points que tu as mentionnés. On va repasser un petit peu du coup plutôt sur le côté formation. Tu as mentionné du coup à travers ton parcours. Donc déjà, je trouve que un point extrêmement inspirant, et d'ailleurs il y a un message dans le chat qui va dans ce sens de Nogitsune qui dit que malgré les galères, malgré les obstacles et même les échecs dont tu me faisais part, tu as réussi finalement en quelque sorte à réaliser ton rêve. Alors peut-être pas encore avec la dimension que tu aimerais avoir si j'ai bien compris, mais c'est déjà quand même quelque chose d'assez important. Et puis aujourd'hui, tu es invité pour parler de jeux vidéo. Alors, je ne veux pas dire que ma chaîne est une référence, en tout cas, mais c'est quand même aussi quelque chose d'assez positif. Donc, félicitations à toi sur ce sujet-là. Mais revenir aussi, donc, plutôt sur ce côté autodidacte dans la formation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu as mentionné YouTube, tu as mentionné Wikipédia, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui faisable par nous tous, nous tous et nous toutes, pardon, autour de ce live. Mais comment est-ce que toi tu as fait, comment est-ce que tu as été trouver les bonnes ressources et finalement, comment est-ce que tu as réussi à créer bah, tes compétences pour fonder tous les projets que tu as pu faire jusqu'ici? Ok, bah merci. Alors, déjà, la question, euh, ce que j'aime à penser et dire à mes étudiants, en fait, c'est le fait finalement d'avoir une compétence qui est d'apprendre à apprendre. Et dans le apprendre à apprendre, il y a pas mal de concepts, dont notamment qui est le fait de se relever après un échec. Et en fait, l'école française nous apprend à ne pas échouer. C'est mal vu. D'accord. Et en fait, les anglo-saxons, eux, une approche beaucoup plus de l'échec fait partie de l'apprentissage. Bah, en ayant cette culture-là, encore une fois, avec YouTube et tout, on trouve pas mal de gens, et notamment dans l'industrie, qui vont donner cette image-là. Et en fait, cette vision-là. Et bah, du coup, moi, je l'ai adoptée. Et ça m'a donné beaucoup d'efforts de réapprendre, de me réorganiser. Alors, j'étais un gros paresseux dans les études en vrai, mais là, j'ai jamais autant bossé que maintenant. Parce que bah, du coup, il y a la passion, il y a l'envie de faire ce qu'on aimerait faire, et donc Mm. du coup de se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi bien qu'en 2023. Il y a des vulgarisateurs de tous les côtés, il y a des gens de l'industrie qui partagent leurs connaissances. Ça, c'est fou. Et des gens vraiment placés dans des sociétés auxquelles on n'a pas accès. Et encore une fois, pour quelqu'un qui vient de La Réunion, bah, on a accès au monde en fait. On a accès à la connaissance de tout le monde. Voilà. Et après, bah, il faut juste creuser suffisamment. Il faut être, comme je disais, résilient. Donc, il faut voilà, mettre de la méthode derrière. Et moi, je me suis intéressé à tout un tas de techniques, notamment les méthodes agiles, etc., gestion de projet. Voilà. Après, je suis curieux de tout. Et voilà. Et donc, ben, au bout d'un moment, c'est des pièces de puzzle que tu arrives à Mm. assembler, et ça te fait un workflow d'apprentissage qui fait que voilà. Et aujourd'hui, je suis capable non seulement de le faire, mais en fait, je l'enseigne en fait. Voilà. Mais c'est vraiment extrêmement inspirant et je reprends, c'est pas mes mots, hein, c'est les mots de beaucoup de personnes dans le chat qui le disent en tout cas par rapport à la façon dont tu présentes ton projet et tu présentes la façon dont tu as abordé la résilience. Je pense que c'est l'un des mots-clés de ton message, c'est-à-dire toujours essayer d'aller de l'avant, ne pas s'arrêter au premier échec. Et justement, on arrive à un point que tu m'as mentionné à plusieurs reprises et j'ai trouvé cette approche extrêmement intéressante, l'apprentissage par l'échec. Comment est-ce que tu définirais, toi, l'apprentissage par l'échec et comment est-ce que tu as réussi à chaque fois à rebondir parce que parfois c'est très difficile. L'échec, souvent en plus dans nos sociétés, est très mal perçu. Il y a un regard très violent de plusieurs groupes et notamment bah, de la société occidentale sur l'échec, notamment en France principalement. Donc comment est-ce que toi tu as réussi à rebondir et à apprendre à travers tes nombreux échecs qui aujourd'hui bah, se soldent en une grande réussite? Je ne suis pas encore à la réussite, j'aimerais bien, mais non, j'en suis pas encore à là. Mais
Alors le truc, je vais mettre ça en 2 grosses parties. La première, c'est que donc les Américains, notamment dans le jeu vidéo, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Extra Credits. Ça remonte, mais il y avait une super vidéo là-dessus sur la notion de fail faster, qui est beaucoup utilisée dans le jeu vidéo. On te dit en gros prototype très vite. Ben là, c'est la même chose et tu l'appliques. Alors c'est difficile au début, mais on s'y fait. C'est comme le sport. On commence à s'habituer à des trucs. Euh, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la plus importante, l'astuce à laquelle moi je. Alors, j'ai un petit parcours où je suis dans le divergent thinking, je pense des choses sous un autre angle. Par exemple, je jouais à World of Warcraft et j'utilisais World of Warcraft comme simulateur d'entreprise, tu vois, voilà, à l'époque. Donc, et d'ailleurs, j'ai rencontré Antoine Chollet, qui est un chercheur dans le jeu vidéo qui est assez connu, et il avait fait une étude là-dessus et il m'avait interviewé en tant que chef de guilde, enfin tout un tas de trucs. Mais c'était rigolo de voir que maintenant, il y a des gens de notre génération qui font de la recherche sur les compétences managériales acquises dans le jeu vidéo. Et Ça, je trouve. tu sais que c'est très drôle que tu mentionnes ça parce que quand j'ai lancé mon émission, donc ça remonte maintenant à mi-2021, j'ai interviewé quelqu'un qui avait également géré une guilde et on avait parlé des capacités managériales et de tout ce que ça lui avait permis d'apprendre en fait en amont même de son insertion dans le monde professionnel grâce justement aux jeux vidéo. Donc c'est très très rigolo que tu le mentionnes à nouveau. Bah, n'hésite pas à demander, il est accessible en plus, Antoine Chollet, chercheur sur, Ok, Antoine Chollet, je à note. Montpellier. Ouais, à Montpellier. Et bref. Et du coup, en fait, la deuxième astuce que moi je dirais, c'est en fait la rencontre des. C'est-à-dire qu'en étant, en parlant, pitchant comme ça là, tu rencontres quelqu'un, qui rencontre quelqu'un, qui rencontre quelqu'un et les Américains ont un concept comme ça qui s'appelle le pay it forward et je trouve ça intéressant. C'est un truc que j'applique beaucoup. C'est en gros, pour traduire ça en français, tu as le payback qui est, tu rembourses. Donc si je te donne un coup de main, j'espère qu'un jour tu me rendras l'ascenseur, tu vois? Les Américains, ils ont un concept qui s'appelle le pay it forward, c'est tu me rendras pas l'ascenseur, tu rendras service à quelqu'un d'autre. Et ça crée une chaîne comme ça, vertueuse, etc. Et c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Alors, quelque chose qui, dans ma personnalité, ça me va très bien. Hmm. Ça m'aide à créer un monde meilleur. Et donc, qui est le nom français du film d'ailleurs, qui s'appelle Pay It Forward. Et du coup, ça me plaisait bien. Et bah, c'est ce que je fais au quotidien. Je rencontre quelqu'un et je donne un coup de main. Et puis je dis, bah tiens, n'hésite pas à donner un coup de main à quelqu'un. Et en fait, ben, ce faisant, tu rencontres des gens bien. Et ces gens bien, en fait, bah, il t'aide à te construire et à te donner un feedback constructif et du coup à trouver des solutions là où tu galérais à machin. Et donc dans cette notion d'échec, quelque part, l'interaction avec des gens qui sont bienveillants, ben, ça t'aide à ne pas avoir ce jugement de. Alors tu échoues quand même, hein, c'est pas la question, Bien mais sûr, ça bien t'aide sûr. à te relever. Ça t'aide à te relever, à trouver du sens. Et des fois, quand tu sais, tu te regardes dans le miroir, hein, parce que c'est comme ça, hein, on est tout seul, on commence à douter pas mal de ce qu'on fait. Puis on a quelqu'un qui vient et tu dis waouh, j'aime bien ce que tu fais. Bah, ce petit feedback-là, il t'aide à avancer en fait. Et donc, ben voilà, c'est un peu la méthode que j'ai apprise et qu'aujourd'hui je recommande beaucoup. Donc je dis souvent à mes étudiants, ne restez jamais seuls, travaillez toujours à deux, etc. Parce que ben, l'interaction sociale et humaine, elle aide beaucoup dans l'apprentissage. Et pareil, une société aujourd'hui qui valorise beaucoup les grandes stars qui sont solo et qui réussissent tout et tout. Mais en fait, je crois plus dans un modèle où aujourd'hui, en se serrant les coudes, on arrive à créer des choses un petit peu différentes et qui sont, en tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé dans mon système. Mais voilà, je rencontre des gens qui veulent aussi sauver le monde comme moi et c'est trop cool, quoi. Mais c'est très intéressant que tu mentionnes ça parce qu'en plus, ça rejoint beaucoup d'études qui sont faites sur le concept de self-made man, qui est un peu l'exact opposé de ce que tu nous partages aujourd'hui et qui en fait sont des constructions sociales très fortes qui n'ont très peu de sens parce que personne ne se fait seul. Et je trouve que ce que tu dis va dans ce sens. C'est déjà par l'échec, mais c'est aussi à travers le regard des autres, leur avis, leur aide, qu'on peut avancer. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement cool. En tout cas, moi, je te rejoins complètement pour avoir lancé ma petite émission aussi. À chaque fois, quand je reçois des messages, même je prends souvent cet exemple-là. J'ai reçu en 2021, fin 2021, un message d'une jeune étudiante qui m'a dit, bah écoute, j'ai regardé ton émission et ça m'a trop motivé pour faire tel métier dans le jeu vidéo. C'était vraiment extrêmement inspirant. C'était un message pour peut-être 5 ou 6 heures de contenu, donc ça peut paraître peu, mais moi ça valait tout l'or du monde. Donc vraiment, je vois complètement ce que tu veux dire dans cette reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de ce que l'on fait et également du coup dans la façon dont on conçoit la suite du projet. Et je pense que ça aide
énormément à avancer. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Joanie. Si jamais je ne m'arrête pas, je vais continuer de creuser toujours plus loin. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup de ton studio de création de jeux vidéo, du coup d'Odorasic, ta boîte, et du coup de Secret of Moonline avec ton équipe, que tu puisses nous raconter un petit peu, voilà, comment ça se passe et du coup quels sont aujourd'hui les enjeux de ton projet. OK. Alors tu veux alors déjà l'équipe est un peu bizarre. Elle est un peu à l'image du projet aussi et ça fait partie des choses qu'on pour moi, c'est une fierté parce que ça construit alors encore une fois, je suis beaucoup dans cet esprit, Club Dorothée et manga, qui est un peu l'esprit shonen de tu sais, dans les années 90, il y avait beaucoup ce genre de trucs, genre, Mm. Mission Impossible ou l'Agence Touriste, les équipes qui se fondaient un petit peu. Il y avait des films très connus, genre, Les Petits Champions en fait, tu prends une équipe de bras cassés un peu et tu fais une équipe de fous et qui va gagner le championnat. Et donc ça, j'aime bien, ouais, je suis un peu c'est un peu mon délire et en fait, j'ai essayé avec des gens qui sont compétents et ça marche moins bien. Voilà, c'est contre-intuitif, mais il y a des gens qui ont des passions, des rêves. Donc, mes étudiants, en général, je les ai rencontrés et ils avaient envie. Et donc, pour la petite anecdote, donc j'ai deux étudiants notamment, un qui s'appelle Damien et l'autre Tony. Et je crois qu'ils sont là. Je dis pas de bêtises. Mais et donc, leur parcours de vie fait que ça donne du sens à ce que devient l'équipe derrière. Et Damien, par exemple, a fait bac littéraire. Il a eu son premier PC à 19 ans. Il a fait hôtellerie. Il n'a pas du tout aimé. Et en fait, il se retrouve dans ma formation à dire bah voilà, j'aime bien l'informatique, j'y connais rien, mais je veux apprendre. Et je dis ok, si tu pouvais choisir, tu ferais quoi? Ah bah je ferais du jeu vidéo. Je dis bah écoute, tu veux apprendre, vas-y, viens. Et du coup, bah il a appris et il est tellement lagnac qu'il est devenu extrêmement fort dans ce qu'il fait en fait. Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, il fait des études de jeux vidéo. Voilà, il a fait, il fait partie de mon équipe. Et Tony, c'est la même chose. Tony, il n'a pas le bac. Il a travaillé en restauration pendant 10 ans. Et un jour, en fait, sa copine passe des concours, etc. Et il dit, moi aussi, il faut que je vive mes rêves. Et il décide d'abandonner la restauration pour retrouver donc ce qu'il voulait faire, soit de l'animation, soit du jeu vidéo. Et il se retrouve dans ma formation et je dis, tu veux faire quoi? Du jeu vidéo? Ok, viens, on va apprendre. Et voilà. Et en fait, un petit peu une sélection naturelle, mais c'est les gens qui ont juste eu envie de vivre leur rêve mais au point de faire les efforts qu'il faut et de faire les sacrifices qu'il faut. J'en ai plein, hein, des étudiants qui veulent faire du jeu vidéo, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre le pli de OK, je vais me décarcasser, je vais faire les efforts qu'il faut, etc. Et en fait, au bout de 2 ans, Tony et Damien ont fait leur stage avec moi cette année. Et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Et donc mon équipe, c'est un peu des gens comme ça que je rencontre beaucoup et qui ont des rêves et qui croient pas en eux. Et moi, tout ce que j'ai à leur dire, c'est croyez en vous en fait. Et cette équipe elle s'est construite, alors sans argent, puisque j'ai pas d'argent. Et c'est pour ça que je parle de passionnés. C'est juste des gens qui ont envie de construire quelque chose. Et encore une fois, comme on est tous au même niveau hein, à la Réunion, on n'a tous pas d'argent, et qu'on veut tous faire des trucs, voilà, et que le jeu vidéo indépendant nous permet de le faire. Aujourd'hui, c'est l'équipe que j'ai. Et grâce à Kickstarter notamment, on a trouvé des gens qui sont prêts à accepter ça. Puisque dans le Kickstarter, c'est ce qu'on raconte. On vient de la Réunion, on ne sait pas faire, on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. On va juste y mettre du cœur et on trouve que ça a du sens ce qu'on veut faire. Et les gens nous donnent notre chance. Donc à partir de là, ça concrétise des choses en fait. Et au quotidien, on est pareil. La grande force de l'équipe, c'est qu'on a appris à apprendre. Donc voilà, il y a toute une méthode derrière, avec l'échec, la résilience, avec beaucoup de souffrance. Voilà. Mais on apprend tous les jours et puis ça nous permet de nous adapter à toutes les situations, puisque je ne sais pas si tu as vu l'actualité. Alors nous, le mois dernier, on a subi un peu ça de plein fouet. Il y a Unity qui a décidé de changer sa politique de prix, donc nous on était sur Unity. Et du jour au lendemain, on a dû changer tout le projet en fait sur le workflow et la pipeline. Donc du coup, voilà, Mm. on Ah a oui. réappris tout sur Godot. Mais comme on était dans cette logique d'apprendre à apprendre, en fait, ça nous a demandé moins d'efforts de tout réapprendre puisque voilà, c'est un peu notre quotidien. Voilà. Mais non, Voilà, mais voilà. je suis obligé d'intervenir et de rebondir parce que ce que tu dis, c'est fou, c'est extrêmement inspirant et j'aime beaucoup la façon dont il n'y a pas nécessairement derrière la recherche de la productivité, recruter pour aller toujours plus loin, mais en fait pour aller quelque part ensemble.
Et c'est ça qui, moi, transparaît beaucoup dans la façon dont tu racontes ton projet, c'est qu'en fait, tu laisses aux gens leur chance de pouvoir justement se réaliser en tant qu'être humain. Et en fait, bah, du coup, ça te revient sous forme de compétences, sous forme d'investissement, parce que tu crois en eux et qu'en fait, tout simplement, c'est tout ce que demande souvent l'être humain, c'est d'avoir quelqu'un qui peut bah, les aider à aller plus loin, leur apprendre aussi à avancer. Et je trouve ça extrêmement inspirant parce qu'aujourd'hui, je pense que 90% de l'industrie va dans un sens qui est très différent, celui de la production toujours plus compliquée, avec une volonté derrière de retour sur investissement très forte et avec des laps de temps beaucoup plus courts. Aujourd'hui, on veut qu'un jeu soit construit, même pour des triple A, en 2 ans, ce qui paraît, quand on voit la taille des jeux, impossible. On veut que le jeu soit rentable le plus rapidement possible, avec des systèmes de pré-order, des campagnes marketing extrêmement agressives. Et en fait, ce que tu fais dans ton projet, je trouve que c'est déjà une façon comme tu le dis, de rendre le monde meilleur, c'est en fait tu reprends la base même du jeu vidéo, c'est-à-dire sa production, et tu vois les choses de façon complètement différente. L'humain est au centre de ton projet finalement, c'est pas que le jeu, il y a aussi l'humain derrière, celui qui crée, qui construit, et en ça je trouve que bon, à échelle variable, mais nos projets se rejoignent, et donc je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai vu que tu voulais rebondir notamment sur ce que je disais. En fait, je pensais, bah, voilà, j'ai parlé que la moitié de l'équipe, et il y a l'autre moitié qui est Bien sûr. super aussi intéressante, mais enfin, c'était juste en fait, il y a deux histoires en fait avec ça. Il y a la partie, alors pour nous, au centre de notre projet, il y a un sujet aussi, c'est la place de la femme. C'est un sujet que j'aime bien évoquer. C'est que je crois beaucoup dans le fait que, que pour sauver le monde, il faut plus de femmes. Voilà. Que les hommes, on n'est pas très bons pour faire ce genre de truc. Et je pense que les femmes sont mieux câblées que nous. Et du coup, un des problèmes qu'on avait dans l'équipe, c'est qu'on n'avait pas de femmes. On n'avait que des hommes et tout. C'était galère. Et en fait, bah, pareil, en formation, je rencontre donc Aurélie, historiquement, qui est une mère de famille qui, très jeune, dessinait, etc. Et a un super talent. Et en fait, décide de laisser de côté ça pour faire devenir maman. Attends, Et elle n'a jamais. ton Ouais, micro s'est coupé pendant pardon. quelques secondes, pas de souci, pas de Ah, souci. Je te laisse donc, reprendre le début de ta phrase. On en était au moment où Aurélie était jeune maman et avait abandonné du coup son talent pour le dessin. et ouais, et du coup, ben, son projet de vie, qui était aussi de faire du coup, elle décide. Alors attends, Et je te laisse 5 petites secondes peut-être, ton micro vas-y. se débranche, comme ça tu peux régler. Moi ça me permet de rebondir et de vous remercier, toutes Oui. les personnes qui sont sur le chat et qui du coup interagissent avec nous. Merci pour Giovanni, pour vos messages extrêmement enrichissants. Merci pour moi aussi, on est environ 15 ce soir sur le live et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes aussi investis et motivés. Et moi ça me donne vraiment envie de continuer Good Luck Fun. On en parle aussi, c'est au cœur du sujet. Et je pense que tous vos retours, vos commentaires et la façon que vous avez de me soutenir, ça permettra d'aller toujours plus loin. Donc merci beaucoup. Et je te laisse reprendre la parole, Giovanni, du coup. Bah, du coup, je sais pas si c'est bon au niveau du micro, C'est tu me dis nickel, si. c'est parfait. Ok, donc je reprends le fait qu'Aurélie a abandonné sa famille, et puis au final, bah, et puis bah, je lui dis waouh, c'est incroyable ce que tu fais, trop bien. Et derrière, bah, j'ai essayé du coup de l'emmener dans mon équipe. Euh, et vraiment, bah, c'est des choses où c'est le même schéma, mais de gens qui ont finalement, enfin, un moment de vie passé à côté de quelque chose. Bah là, c'est de redonner du sens à tout ça. Et pour terminer, parce que voilà, j'avais une femme, waouh, super. Et surtout, bah, j'ai Elisa, qui est aussi une étudiante que j'avais et dans une école dans laquelle j'interviens. Et là, pour le coup, elle, c'était l'histoire qui est trop cool pour moi. C'est qu'elle vient dans mon cours, donc je lui raconte un peu ce que je vous raconte là, et elle vient me voir et elle me fait écoute, ton projet, il me parle trop, parce qu'elle ne pensait pas que c'était possible. Donc elle a un double master. Elle a fait un master en éthologie, donc étude des sciences de comportement animal et humain. Et elle a fait ensuite des études de digital marketing, et c'est comme ça que, en tant que formateur, j'interviens. Et du coup, elle me dit, elle pensait pas que c'était possible de faire du jeu et de la science et sauver le monde et tout ça, quoi. Et du coup, ça lui plaisait beaucoup. Et donc, on a eu 2 cours ensemble. Le deuxième cours, elle me fait, écoute, je veux bosser avec toi. Je sais que t'as pas d'argent, mais j'aimerais bien qu'on trouve une solution. Et à ce moment-là, je dis, bah écoute, si tu veux, deviens mon associé. Et elle est devenue mon associé. Et aujourd'hui, ben, c'est elle un peu qui, très rapidement, va devenir le pilote de l'équipe. Parce que bah voilà, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de grosse force de travail que je n'ai pas. Et elle est un peu plus carrée aussi.
Et donc ça aide beaucoup pour la structuration du projet, de l'équipe, et cetera. Et donc quelque part, il y a une nouvelle parce qu'ils sont plus jeunes que moi, hein, tous ces gens-là. Et donc cette équipe, elle est aussi, bah, quelque part, j'espère, créer une nouvelle génération, Mmh. de gens qui auront pas à faire toutes les galères que j'ai eues moi. Et le but, c'est de les emmener le plus loin possible. Et si jamais ça échoue, c'est pas grave, on recommencera. Mais au moins, on aura appris quelque chose. Voilà. Bah, c'est non, c'est vraiment, extrêmement inspirant, la façon dont tu parles de ton équipe et dont tu partages du coup leurs expériences de vie qui font d'excellents, collaborateurs pour ton projet et pour avancer. Et justement, je pense que c'est le moment peut-être de parler de ce fameux projet Secret of Moonlight, que tu nous expliques un petit peu donc le principe du jeu, son histoire, quelle sera la vocation principale du jeu? J'ai cru comprendre qu'il y avait des thématiques qui t'étaient très chères et j'imagine qu'elles vont se retrouver dans ce projet. Ouais. Alors, l'idée initiale du truc, donc le Tika, en fait, c'est on le voit comme un endroit. L'idée, c'est de partir du fait que, alors chez nous, on a un problème. Les gens, ils vont en pique-nique et puis ils jettent leur saleté partout. Et si tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Et donc, plutôt que de sermonner les gens, l'idée, c'était comment les inspirer. Et de ça, bah, je suis parti d'une inspiration, encore une fois, très japonaise, qui sont les festivals, etc. Et je me suis dit, tiens, si on crée un festival, quelque chose un peu comme aujourd'hui, on le fait tous, dans la période de Noël, on est dans l'image de Noël, c'est de donner, etc. Et je me suis dit, tiens, si on crée quelque chose d'assez fort, on le voit bien dans les jeux, Fortnite, World of Warcraft, etc. Les gens font des choses juste pour le fun. Et je me suis dit que si on rend suffisamment fun le fait de prendre soin de la planète, bah, Mmh. les gens, ils vont le faire sans que tu aies besoin de le leur dire, en fait. Et du coup, ça, c'était le design initial, donc le Tika. Et de ce Tika, bah, on a commencé à construire un petit peu bah, l'univers qui va avec, les concepts, etc. Et Secret of Moonlight, donc, est un jeu d'aventure très inspiré. Alors, nous, on est dans la Réunion, on est du métissage, beaucoup de métissage. Donc, du coup, on va mélanger du style très japonais avec du style très Disney et une approche un peu française la manière d'amener, etc. Et du coup, ce mélange-là, bah, on espère créer quelque chose de nouveau. Et donc, au niveau du gameplay, c'est un jeu d'aventure de base, mais sur lequel on va rajouter des composantes qui sont pour créer du lien au sein de la famille. Donc, l'idée de base, c'est dans une famille, les gens aujourd'hui, les parents notamment, ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils doivent s'occuper des enfants et tout. Et l'enfant, il va dire, hey, je veux pas jouer avec moi, j'ai pas le temps. Mmh. D'accord. Ben, Ouais. l'idée, c'est de créer une expérience de jeu qui permette à quelqu'un de jouer de manière un peu plus casual, tout en profitant d'une expérience qui peut être longue. Et du coup, ben voilà, c'était de faire des mécaniques autour de ça. Et je m'inspire aussi beaucoup de l'expérience, encore une fois, de la génération des années 90, où nous, on avait une console et on avait les voisins qui venaient jouer parce que bah, c'était trop cher d'avoir chacun sa console, en fait. Donc, du coup, on partageait beaucoup de choses et ça crée une expérience de vie Ouais, autour de voilà, ces autour petits du jeu. moments-là. OK. Exactement. Et du coup, je veux recréer un peu ce type d'expérience et je vais recycler, on va dire, des vieux concepts de jeux qui ont bien marché, dont un qui s'appelle Where in the World is Carmen Sandiego, qui est un vieux jeu des années 80 éducatif sur la géographie et qui avait super bien marché à l'époque. Et voilà, et donc revisiter un petit peu ce concept-là en rajoutant plutôt une partie aventure qui sera pas orientée combat, donc ça, faut le savoir. Il y aura des combats, mais il y aura pas, on va pas taper des sangliers pendant 3 heures. L'idée, c'est plutôt de ramener une mécanique un petit peu différente et encore une fois de prendre soin de la nature. Donc l'idée, c'est comment protéger des choses, etc. Avec beaucoup de magie et de trucs, j'espère, un petit peu cool. Très pour ceux qui ont grandi avec les mangas et génération. Donc des couleurs très fantasy, palette couleurs basée, inspiration directe, c'est Secret of Mana, pas Mmh. anodin. Voilà. Et puis bah, voilà, on prend un peu tout l'amour qu'on a eu du Japon à l'époque, dans les premiers jeux de fantasy, les RPG à la japonaise, sur lequel on va venir calquer un modèle peut-être moins chronophage, d'accord. Et Bien on sûr. va distiller des informations dans le jeu qui sont basées sur de l'éveil scientifique notamment, c'est-à-dire la compréhension
Je prends quelques exemples, apprendre le tableau périodique des par exemple, Mmh. OK? Ou la physique quantique ou des trucs comme ça qui sont pas forcément, simples, qui sont passionnants, mais qui à l'école, on a tendance à rendre ça un petit peu chiant. Bah, là, l'idée, c'est de rendre ça peut-être un peu plus fun et aussi de permettre encore une fois, alors on revient à la boucle de départ, hein, c'est l'éducation par le jeu. C'est de se dire qu'en fait, chacun avance à son rythme et donc c'est pas, il faut que dans une salle de classe, tu sais, si tu as pas fait, scientifique, tu peux pas apprendre des trucs de sciences, quoi. Et je dis: «Bah, si tu aimes bien, on s'en fiche, quoi». D'accord? Et ben, là, l'idée, c'est de proposer du contenu avec des trucs un peu passionnants, découverte de la nature. Il y a plein de choses à regarder, et rendre ça cool avec de la magie, parce que c'est tout stylé. Et après, essayer de créer un engouement suffisamment fort pour que les gens ensuite passent à l'action. C'est-à-dire vraiment essayer d'avoir un impact sociétal, et que les gens se disent pas juste: «Ah, c'était bien dans le jeu», mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? OK. Donc il y aura plein de micro détails qui seront donnés, qui seront pas visibles tout de suite, mais c'est à force de jouer que tu vas peut-être prendre conscience que, tiens, trier, tu peux le faire en fait, ou comprendre comment ça marche OK. pour faire du recyclage, des Do choses comme donc ça. c'est un jeu plutôt éducatif, donc à vocation éducative en tout cas, avec derrière des thématiques qui sont aussi importantes que donc du coup, l'accès à l'enseignement, mais également, la protection de la planète et la connexion, la création de liens entre êtres humains, c'est bien ça? Alors, la subtilité, c'est que c'est pas du jeu éducatif. Ça reste un vrai jeu, tout ce qu'il y a de plus basique de divertissement. Et je prends l'exemple souvent de se dire, bah, il y a 2, bah, Final Fantasy VII, j'en parlais, Final Fantasy VII, qui était finalement, l'histoire était après avoir fini le jeu, il y a eu une prise de recul et de me dire: «OK, au moment où tu joues, mais après tu dis l'histoire elle était quand même vachement inspirante», à se dire: «Ah ouais, c'est vrai qu'on devrait prendre plus» et tu te rends compte que le Mako, en fait, c'est une espèce d'analogie avec le pétrole et tout. Tu vois? En fait, tu as cette seconde lecture qui vient après coup, donc ça, c'est possible de le faire, et tu peux acquérir des compétences et l'exemple que je prends souvent, c'est Mario Kart. Moi, j'ai failli avoir un accident de voiture une fois et donc j'ai failli passer dans le ravin, quoi, et j'ai fait un dérapage contrôlé. Et les gens qui étaient dans la voiture, ils m'ont fait: «Waouh, comment t'as fait?» Je fais: «Non, Mario Kart», mais que j'avais joué 10 ans avant, tu vois? Et en fait, j'ai eu cette logique-là et c'est une histoire qui a été reprise par les Américains, un gamin de 11 ans qui sa grand-mère a fait un infarctus dans la voiture. Il a pris le contrôle de la voiture et il a garé la voiture. Et les gens disent: «Oh, comment t'as fait?» «Ben, Mario Kart». Et en fait, on ne le voit pas forcément, mais on acquiert des compétences ou de la connaissance à force de répétition. Et en fait, cette compétence-là, une fois qu'elle est acquise, bah, tu vois, et donc le jeu Mario Kart n'a pas été pensé pour former des gens à conduire des voitures. Mmh. Mais tu as acquis une certaine compréhension de ce qui t'entoure et tu peux adapter certaines choses. Bah là, c'est un peu la même chose. Moi, je fais un jeu, tout ce qu'il y a de plus jeu, vraiment un truc, j'espère, le plus fun possible, mais on va mettre des informations dedans et je prends, l'analogie qui est, moi j'étais en première je crois ou en seconde, je sais plus. J'étais en cours de physique et la prof à un moment donné, elle demande un peu à tout le monde: «Est-ce que vous connaissez la température la plus basse de l'univers?» Et moi, qui ne bossais jamais et donc au fond de la salle et tout, je dis: «Ouais, -273,15 degrés». Tout le monde me regarde, fait: «Waouh, mais comment tu sais ça?» Je fais: «Bah, je suis avec Zodiac, le zéro absolu». Non, et tu vois? Et en fait, tu te rends compte que tu peux acquérir des connaissances sans forcément passer par un cadre très formaté, très formalisé d'éducation. Et donc, non, ce n'est pas un jeu éducatif, mais qui aura du contenu éducatif. C'est C'est ça la subtilité. D'accord, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis la façon dont tu prends le jeu vidéo comme exemple. Alors, Mario Kart me fait assez rire parce qu'on pense Mario Kart aujourd'hui avec la Switch, on voit mal comment on peut développer des compétences pour faire un dérapage nécessairement. Mais j'aime beaucoup parler, par exemple, aussi, quand on voit la communauté de développeurs indépendants, des mods, notamment sur les jeux Bethesda et sur Skyrim, c'est des gens qui ne sont pas rémunérés et qui sont là aussi également pour apporter à la communauté. Donc en fait, il y a une sorte d'échange entre des gens qui sont compétents et qui vont s'investir dans le jeu gratuitement et derrière un jeu qui n'a pas nécessairement vocation à apprendre, mais qui va permettre en fait à ces gens-là d'apprendre et de développer des compétences sur plusieurs différents sujets. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très propre au jeu. Alors, je me permets de partager le visuel que tu m'avais envoyé, tu sais, l'image. Je ne sais pas si tu as un mot à en dire pour les personnes qui sont présentes sur le live et qui voient ce magnifique dessin, en fait, donc du coup, d'un ou d'un Tika, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, alors le Tika et la fille, c'est ça? Exactement, ouais, c'est le dessin en Ouais. question. Ouais, alors ça, c'était, pour la mise en contexte, c'est le seul visuel que j'avais à un moment donné. Et quand je suis parti à la GDC, je suis parti avec ça et
et un pitch, quoi. Et c'était d'essayer de convaincre des gens de dire, bah, encore une fois, j'avais pas la compétence, et je l'ai toujours pas encore pleinement en tout cas, de faire un jeu complet. Donc il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo, et le truc c'est que je voulais vérifier si le concept peut plaire juste avec ce visuel. Et donc ce visuel à la base, c'était une esquisse faite par un membre de l'équipe sur lequel j'ai repris et j'ai refait en fait on en a profité pour travailler tout le workflow de comment Mmh. faire un visuel, etc. Et ensuite, une fois que j'avais ça, bah, je suis parti avec à la GDC, et en fait, c'est ça qui a accroché les gens. Et au Japon, c'était pareil. Les gens, ils ont dit, il fait, ah ouais, c'est bien votre truc là. C'est qui a fait ça? Je suis, bah, c'est moi, hein. Il fait, ah, mais du coup, ils découvrent encore une fois, quelque part, le jeu indépendant. Parce que bon, pas Bandai Namco, hein. Donc, ils n'ont pas des gens qui touchent un peu comme ça. Et du coup, c'était super intéressant et riche. Et pour nous, bah, encore une fois, une fierté. Et dans le Kickstarter, c'est ce qui est ressorti aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont dit, bon, c'est un peu tôt, le projet il est un peu fébrile parce que normalement, le projet qui a grandi, par contre, le visuel est suffisamment fort pour nous donner envie d'aller plus loin. Et ben ça, moi évidemment, ça fait plaisir. Mais le truc aussi, c'est que ça conforte l'idée que, ok, on tient quelque chose et que si on va au bout, on espère qu'on créera une expérience suffisamment riche pour que les gens trouvent le projet fun. Parce que bon, le problème du jeu vidéo, on le sait, hein, c'est que tant que le jeu n'est pas sorti, c'est beau l'idée, mais est-ce que ça va vraiment plaire? On ne sait pas. Donc voilà, donc ce petit visuel, bah, on l'a conçu autour de ça. Et puis bah, aujourd'hui, c'est un peu on l'utilise comme carte de visite en fait. C'est Et, C'est vraiment magnifique en tout cas. Sache que je me joins à Nogitsune dans le chat qui dit que le dessin est vraiment très très beau. Je le trouve extrêmement parlant aussi. Je trouve que tu réussis très bien à résumer en fait en une image bah, ta vocation, donc la vocation derrière du jeu en lui-même évidemment, de l'histoire, de l'aspect peut-être. Moi je vois l'aventure, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même l'impression que c'est le principe. Je vois un jeu, mais je vois aussi l'importance de l'environnement. La présence également de ces îles flottantes qui me donne envie d'aller explorer, pourquoi pas sous format RPG, ce futur jeu. En tout cas, c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vraiment magnifique. Donc merci beaucoup de partager ça ce soir avec nous. On arrive malheureusement déjà à la dernière partie de l'interview. Il y a quand même un point que je voulais mentionner avec toi notamment, c'est que tu m'as beaucoup parlé du jeu comme vecteur d'apprentissage. On vient d'en discuter ensemble et je pense que c'est très vrai. Mais aujourd'hui, donc, j'aimerais savoir également pourquoi et comment est-ce que tu considères que le jeu peut rendre notre monde plus éthique. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à tout ce que tu viens de nous dire, parce que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi ce soir. alors je vais utiliser l'anecdote connue. Alors je suis seul, encore une fois, il y a plein de trucs sur Internet Bien et il sûr, y bien a sûr. des communautés Games, qui est un salon aujourd'hui dédié aux jeux qui cherchent à avoir un impact Est-ce sociétal. que tu peux Il y a répéter le nom beaucoup de du salon, s'il te plaît? Games for Change. Games for Change. Ok, super. Ouais, voilà. Il y a beaucoup alors encore une fois, les Américains ont très vite sur ces sujets-là. Bien sûr. Il y a des sociétés qui aujourd'hui se spécialisent sur ces thématiques-là, donc c'est intéressant. Et au niveau de l'impact du jeu, l'histoire que j'aime bien utiliser, qui a été racontée par Jane McConigal sur un TEDx, vous pouvez le trouver sur YouTube, Ok. euh, c'est l'histoire d'Hérodote, donc qui est le premier, considéré comme le premier historien de l'Antiquité, et qui raconte que le peuple lydien, donc qui est un peuple qui date du XIIe siècle avant Jésus-Christ, en fait a survécu à une famine de 18 ans grâce au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y avait plus à manger, ils ont dit ben, on va faire un truc, le roi a dit un jour et l'autre jour on va jouer. Et c'est à cette période-là que s'est développé les jeux comme les osselets, les dés, etc. Et tout. Et voilà. Et encore mieux, c'est qu'une fois qu'ils ont enfin, qu'ils ont passé la grande famine, ils ont décidé de faire une espèce de niveau, la moitié des gens. Voilà, les 50% les meilleurs joueurs de notre pays vont aller euh, porter la bonne parole de notre système à l'étranger. Et donc, 50% de la population est partie, donc il y avait 50% de bouches en moins à nourrir, donc c'était un peu malin. Et la légende raconte aujourd'hui qu'on a tous en Europe, tous du sang lydien en fait. Donc voilà. Donc c'est une petite histoire qui est sympathique et qui est a priori vraie, en tout cas racontée par mais qui pour moi montre bien que aujourd'hui on trouve dans le jeu d'une part un plaisir d'apprentissage, le jeu nous transforme, ça c'est assez fort, et on y met une énergie folle, on y passe beaucoup de temps,
Et je voyais sur World of Warcraft où les gens c'était connu, hein, les gens ils jouaient 6-7 jours par semaine et tout, enfin beaucoup plus de temps finalement que dans le boulot. Et en fait, si on utilisait cette énergie et ce temps à faire des choses qui ont un impact positif, bah, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, si on crée des jeux qui ont la possibilité d'avoir un impact sur le réel, et ben du coup, voilà, on a du temps disponible et de la motivation. Et bah, de fil en aiguille, quand tu as un Fortnite qui fait 400 millions de joueurs, je pense que si 400 millions de joueurs décident tout d'un coup de faire quelque chose ensemble, ça a du sens. D'ailleurs, on le voit sur le The Event, enfin le Z Event, où Mhm. tous les streamers qui se mobilisent et qui arrivent à lever 10 millions d'euros. C'est très Donc vrai. tu sens bien que aujourd'hui, nos générations sont capables de se dire, OK, on fait des choses, on commence à passer à l'action. Il y a aussi en France le fameux Team Force the Planet, je ne sais pas si tu connais, mais Oui, voilà, si, si. voilà. Et du coup, alors je suis un peu fier parce que c'est français et tout ça, mais c'est le côté de se dire que je pense qu'on est un peu des moteurs sur ces sujets-là, sur lesquels nos générations, et encore une fois, je mets ça un peu sur le Club Dorothée, mais c'est cette génération-là euh, qui a apporté donc ces nouvelles valeurs, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, Internet nous permet de nous connecter, permet de se dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières et de se dire on n'a pas besoin. Voilà, on est l'exemple là. Je suis à 13 000 km de toi, mais on est C'est capable vrai. de partager un moment et peut-être de construire des projets, tu vois. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben voilà, on se parle et puis on essaye de trouver des trucs à faire. Et, après, j'ai envie d'y croire, quoi. Bah, écoute, c'est vraiment très beau. J'allais te proposer d'avoir un dernier mot, le mot de la fin, mais je pense que ce que tu viens de dire était déjà vraiment extrêmement beau. Est-ce que tu as quand même quelque chose à ajouter ou Bah écoutez, enfin, moi je suis j'aimerais bien à l'occasion qu'on se reparle et peut-être pas forcément dans le cadre d'une émission, mais mais avec grand plaisir. tout le monde à bah, continuer à échanger sur ces thématiques-là, voir si on peut pas construire tous ensemble un monde meilleur, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup. Sache que je viens à La Réunion en décembre cette année, donc on aura peut-être même l'occasion de se croiser, cette fois-ci non pas à travers une caméra, mais plutôt en vrai. Et donc du coup, évidemment aussi enfin, au plaisir de rediscuter avec toi au sein de l'émission, mais également à d'autres moments. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pour nous écouter et pour discuter avec nous. Je te lis quand même le mot de la fin de Nogitchen, qui est quelqu'un qui est dans le chat justement, qui dit que il est vraiment extrêmement impressionné par ta mentalité, cette zénitude et cette force que tu dégages. Je cite ces mots. J'espère vraiment que ce beau projet touchera le plus de monde possible et je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Encore une fois, chapeau. Et je partage complètement l'avis de Nogitsun. Donc merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre présence. Ça fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir profiter avec vous et de pouvoir discuter dans le cadre de Good Luck Have Fun. Et du coup, on se dit à très très vite pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures ensemble. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et encore une fois, merci Giovanni, merci tout le monde, c'était vraiment très très cool. Au revoir.